Bon, je vous remercie d'être venus nombreux, ce qui constitue déjà un sondage sur le fait que l'immigration n'est pas un sujet insensible. Je remercie surtout Didier Lesky. Et si on vous a invité aujourd'hui, c'est pour trois raisons. Pour trois raisons. D'abord parce que vous êtes un praticien, un pragmatique, plus qu'un théoricien, même si votre livre témoigne de votre capacité à mettre les choses en perspective. Deuxième chose, parce que vous avez une analyse nuancée des choses sur un sujet où les gens ont généralement des propos extrêmement tranchés, ce qui constitue une originalité. Et puis, troisième raison, c'était plutôt amusant pour moi, pour nous tous, d'écouter un homme de gauche qui parle d'immigration sans rougir. J'allais dire, j'ose pas vous dire que vous êtes dans du en même temps, parce que ça, c'est vraiment, ça serait vous discréditer avant même qu'on puisse vous donner la parole. Non, mais une position nuancée, vous déplorez un peu le déni de la gauche dont vous êtes issu. Et en même temps, vous êtes assez sceptique sur, j'allais dire, les fantasmes et la démagogie de la droite. Donc vous êtes un petit peu, dans votre livre en tous les cas, vous allez nous préciser tout ça. C'est assez clair, vous êtes un peu entre les deux. Alors je rappelle à tout le monde que Didier Lesky vient de republier un livre qu'il a publié il y a 2 ans, Le Grand Dérangement. Donc première question, Didier Lesky, j'aimerais savoir, c'est une question plus personnelle, comment vous êtes arrivé à vous engager dans cet univers de l'immigration où vous travaillez en tant que fonctionnaire ou fonctionnaire depuis des décennies. Quel était le déclic? Alors j'ai lu un peu votre Wikipédia, j'aurais quelques relances à vous faire, mais allez-y. Moi je suis fonctionnaire du ministère de l'Intérieur et dans le cadre de ces fonctions, la direction des ressources humaines du ministère de l'Intérieur, on va dire des choses comme ça, m'a toujours affecté sur des postes un peu sociaux. Donc ma formation intellectuelle, puisque vous allez m'interroger là-dessus, c'est un mélange effectivement d'une jeunesse marquée très à gauche. Trotskiste? Voilà. Non Oui, tout à fait, non, mais je ne le renie pas, dans les années 70, et puis à partir du début des années 80, après le sentiment que, disons que la révolution, au sens où on l'entendait, n'était pas obtenable, si vous voulez, l'idée d'une réforme un peu conséquente nous paraissait à un certain nombre beaucoup plus importante à soutenir. Et dans ce cadre-là, moi, j'ai adhéré au CERES, donc au Centre d'études de recherche et d'éducation socialiste de Jean-Pierre Chevènement. Et Jean-Pierre Chevènement a beaucoup compté dans ma formation intellectuelle, donc peut-être qui a commencé quand j'avais moins de 30 ans. Et je continue à être intellectuellement et affectivement proche de lui, toujours à gauche. C'est pas encore un délit, mais bon, c'est vrai qu'il y a une certaine orientation aujourd'hui d'une droitisation de la France, mais bon. Vous vous êtes occupé, alors je ne sais pas si ça avait un rapport des cultes. Au cabinet de Jean-Pierre Chevènement, j'ai été chargé en particulier du suivi de la mise en place du Conseil français du culte musulman. C'était l'époque où après 1989, du foulard à Creil, qui est concomitante à la première vague d'attentats, enfin au milieu des années 80, il y a eu une réflexion qui avait été entamée du reste par Pierre Jox, qui était de dire qu'il fallait absolument qu'on découple la question sociale de la question religieuse, et en faisant en sorte que le culte musulman, en tout cas les fidèles musulmans, aient le sentiment qu'on les prenait en considération. Et donc c'est tout ce qui a été fait par le ministère de l'Intérieur pour inciter à la construction de lieux de culte. Voilà, et donc on m'a demandé, comme un peu spécialiste déjà de l'islam, où j'ai continué à travailler sur ce sujet, être chef du bureau central des cultes. C'est ce que j'ai fait pendant 4 ans, jusqu'à l'arrivée de Madame Alliot-Marie, avec laquelle ça ne s'est pas très bien passé. Et donc on m'a affecté au ministère de la Justice, où je me suis occupé de dispositifs d'accès au droit, des maisons de justice et du droit, et de l'aide aux victimes. Après, j'ai été préfet en Seine-Saint-Denis, toujours une dimension très sociale. Et à partir de la Seine-Saint-Denis,
La Seine-Saint-Denis dont vous parlez beaucoup dans votre livre. étant un département un peu particulier, j'ai tendance à dire que c'est un peu l'outre-mer de l'Île-de-France en termes démographiques, avec des zones justement où il y a une forte concentration de 30%, je crois, c'est ça? immigrés, un peu plus de 30%, mais avec des villes comme la Courneuve, Aubervilliers, on monte à des chiffres qui peuvent atteindre 60%. Et donc on m'a affecté à la direction générale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui a en charge l'accueil de toutes les migrations légales, plus la demande d'asile. Migration légale, donc la France, c'est d'abord toujours une immigration qui est découplée de la question du travail, donc c'est l'immigration familiale, avec les conjoints de Français et les conjoints de résidents. On a aussi une immigration de travail qui est de nouveau en augmentation, aux alentours de 50 000 personnes. Les premiers, c'est autour de 200 000 personnes. Pour lesquels on organise les cours de français, la connaissance de la société française. Et on est dans les procédures historiques de l'OFII. Et l'OFII s'occupe de la demande d'asile, avec la délivrance des conditions matérielles d'accueil, comme on dit, sur le plan juridique, c'est-à-dire le versement de l'allocation pour demandeurs d'asile. Et l'OFII est une sorte de grand hôtelier qui gère un peu moins de 120 000 places à travers la France. L'OFII aussi se charge de raccompagner ceux qui ne... Alors l'OFII a une mission d'aide au retour volontaire pour ceux qui sont sortis de séjour, avec comme corollaire une politique de réinsertion dans les pays d'origine grâce à de l'activité économique, de la micro-activité économique. Donc on donne on donne un pécule qui peut monter jusqu'à 2 500 € en liquide. Mais dans les pays d'origine, on peut subventionner par l'achat direct une activité économique. Pourquoi par l'achat direct ? C'est pour éviter des effets pervers secondaires. Donc c'est nous qui achetons les tracteurs ou les fonds de commerce ou la voiture pour faire le taxi, plutôt que de donner l'argent. Tant de tentations pour celui qui retourne de ne pas utiliser pour une activité économique que pour des autorités locales qui peuvent ponctionner de manière indue ce qu'on donne. C'est une politique qui marche plus ou moins bien. On est monté avant la crise Covid jusqu'à 10 000 personnes en retour. L'année dernière, on a fait 6 700. Voilà, l'objectif qu'on se fixe, c'est de se rapprocher de nouveau des 8 000 en 2024. Vous-même, vous êtes petit-fils ou fils d'immigrés ou on se laisse abuser par votre nom? D'abord, une maman, voilà, dont la particularité est de venir d'Amérique latine en réalité. Ah ouais? Mais et mon père vient de Corse, qui est une forme d'immigration. Ça, c'est une immigration compliquée, oui. Immigration sensible. Alors une question d'abord sur les mots. Vous connaissez la phrase de Camus, il vaut mieux bien définir les mots. C'est vrai que de temps en temps on voit apparaître... D'ailleurs ce mot de migrant est assez nouveau. Alors le mot migrant est assez nouveau, il est utilisé, il s'est imposé dans le vocabulaire. Il y a un autre mot qui est en train d'apparaître qui est aussi m'énerve un peu, c'est le mot d'exilé. Voilà. En réalité, ce sont des mots qui sont un peu des boogie-boulgas, des mots valises, alors qu'il me semble important de définir les personnes en fonction de leurs droits. Et donc il y a des immigrés de travail, des immigrés familiaux qui ont des titres de séjour, qui sont en situation tout à fait légale. Il y a des demandeurs d'asile, qui est une autre situation. Et quand on est demandeur d'asile, on est en situation légale en France, jusqu'à ce qu'on soit débouté. Et le terme migrant ou exilé a tendance à rabattre les débats sur l'immigration autour d'une fraction particulière de l'immigration, qui est celle qui sont en situation irrégulière. Et c'est un peu dommage, parce que la majorité de l'immigration en France, c'est d'abord l'immigration légale. Et on pourrait y rajouter que la majorité des immigrés en France s'intègrent, mais qu'on a une difficulté avec une minorité dont le volume, c'est vrai, a tendance à s'élargir. C'est bien de le rappeler en ouverture. Qu'est-ce qu'un immigré? Alors, quelle est la définition d'un immigré? Un immigré, c'est quelqu'un qui est né étranger à l'étranger. En France, la tradition française, c'est une politique d'ouverture extrêmement importante de la nationalité, pour des raisons qui ne sont pas totalement angéliques, parce que c'était lié en réalité à la guerre avant
1914, et puis ça s'est élargi au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, après le creux des classes d'âge masculines. L'INSEE rappelle qu'un tiers de la population a au moins un ascendant immigré. Voilà. L'évolution en termes d'immigration, et c'est ça qui aujourd'hui fait l'objet en partie des débats, c'est que jusque dans les années 80, la majorité des immigrés en France venaient du sud de l'Europe, Ouais. y compris les Corses. C'est la grande époque des Italiens, des Portugais, des Espagnols, qui ont joué un rôle très important, en particulier dans la structuration sociale. Et à partir de la fin des années 80, on a un basculement avec une progression, avec une caractéristique française, c'est que la majorité des immigrés en France aujourd'hui, c'est pas le cas en Angleterre, c'est pas le cas en Allemagne, c'est pas le cas du reste en Espagne, sont des immigrés qui viennent du continent africain, avec une proportion maghrébine qui est extrêmement forte en flux, mais dont le nombre s'est considérablement élevé à partir de 1962. En 1962, c'est 300 000 Algériens en France. Aujourd'hui, avec les descendants, et au sens large, c'est sans doute près de 2 millions, mais avec ceux qui ont la nationalité française. Quand vous parlez d'ascendant, c'est première génération? Jusqu'à la troisième génération. Sur 3 D'accord. générations, 30%. Voilà, Ouais. voilà, c'est comme ça. Donc on n'est pas loin du tiers de la population Oui. qui a une origine étrangère, entre guillemets, Qui a assez au moins proche. un ascendant immigré. Sachant que la tradition, une des formes d'intégration en France, c'est les couples mixtes, au sens à la fois juridique et culturel, voilà, dans des dynamiques qui ont été très fortes pour les immigrations du sud de l'Europe, puis moins fortes chez les Portugais, mais globalement très fortes chez les Italiens et chez les Espagnols. Et aujourd'hui, on a une mixité qui se fait encore, en particulier chez les personnes d'origine maghrébine, qui se fait moins chez les personnes d'origine turque, et qui se fait moins pour les subsahariens. Dans l'immigration qui vient du sud du monde et qui est devenue majoritaire, la caractéristique de ces 20 dernières années, c'est la forte proportion des subsahariens qu'on ne voyait pas encore au début des années 70 à ce niveau, et qui sont aujourd'hui l'immigration la plus dynamique. Alors on va parler chiffres rapidement, mais comme c'est souvent l'occasion de fantasmes ou de bagarres extrêmement violentes, est-ce qu'on pourrait avoir des chiffres? J'ai un article du Monde, là, il y a quelques jours, qui souligne que l'immigration est en hausse. Oui, l'Europe, d'abord, l'immigration est en hausse dans toute l'Europe. Oui. Elle a pratiquement doublé en 10 ans, c'est ça? Ça dépend des pays, mais un pays comme la Suède, c'était 10% de la population qui était immigrée en 2000, c'est 20%. D'autres pays connaissent une forte évolution, beaucoup plus importante que la France. Les pays du Nord avaient au début des années 2000 un nombre d'immigrés aux alentours de 7% qui était comparable à la France. Aujourd'hui, ils sont très au-dessus, ils sont aux alentours de 14-15%, alors que la France est passée de 7 à 11%. Mais l'Europe n'est pas une forteresse, contrairement à ce qu'on entend souvent, c'est pas non plus une passoire totale. Mais l'Europe fait partie de l'Amérique du Nord, des deux continents, je mets à part l'Océanie, où la question d'immigrés dans la population est la plus forte. Elle est plus forte en Europe et en Amérique du Nord qu'elle ne l'est en Asie ou en Amérique latine. C'est-à-dire du nombre d'immigrés dans la population. Et ces 20 dernières années, on a une progression très forte de l'ensemble de l'immigration, en partie par le travail, surtout lié à la demande d'asile. Et ça pose des problèmes. La question de l'immigration est bien sûr un sujet nombre, si vous voulez, mais un sujet nombre qu'il faut penser d'abord comme un sujet social. Et que la difficulté, c'est le croisement entre la question sociale et la question du nombre. Donc il y a 4 chapitres, on va dire. L'immigration de travail, le regroupement familial, et j'ai oublié les étudiants. J'ai oublié les étudiants. Les étudiants, et puis tout ce qui est réfugiés. Donc sur ces 4 familles, j'allais dire, de migrants, d'immigrés, on est à quoi, 400 000 par an? Alors l'année dernière, 325 000 nouveaux titres de séjour.
dans lequel on a d'abord les étudiants. Ouais. Ils sont très nombreux, ouais. Plus de 100 000 étudiants. On a une progression du nombre d'étudiants d'année en année qui vient en France. Après, la question qui est posée pour tous les pays, c'est quel type d'étudiants et de quelle origine géographique. On a après... Qui s'intègre une partie, je crois. Oui, c'est un peu compliqué, mais ça dépend des origines et des pays. Les étudiants d'origine asiatique ont plutôt tendance à repartir, les étudiants maghrébins ont plutôt tendance à rester, et les subsahariens aussi ont plutôt tendance à rester. Migration de travail, hein, je vous ai dit aussi, aux alentours de 50 000 en ces 2 dernières années. Et après, on a ceux qui obtiennent le statut de réfugié, hein, entre 40 000. Et là, c'est là où il y a une difficulté, puisque la France, l'année dernière, 147 000 demandes d'asile qui ont été déposées. La difficulté de notre demande d'asile, c'est que, selon les termes de l'OFPRA et selon l'antériorité et les nationalités, elle est très majoritairement composée de personnes qui ne relèvent pas de l'asile au sens de la Convention de Genève, c'est-à-dire qui ne sont pas persécutées en fonction de leur origine ou de leurs opinions, mais l'asile est utilisé par des personnes qui veulent bénéficier ici au moins pendant un temps d'une situation légale, en attendant de voir leur demande rejetée, mais qui sont venus pour des raisons économiques. C'est pour ça que... Quelle est la proportion à peu près ? 20% d'acceptés, 30% d'acceptés et le reste est refusé. Voilà. Et donc on a eu ces dernières années beaucoup de personnes venant des Balkans, albanais, géorgiens. Et, on a eu l'année dernière, mais comme dans toute l'Europe, une poussée de la demande d'asile turque. C'est lié à la situation économique en Turquie qui n'est pas bonne. On a une poussée bangladaise et on a toujours en tête les Afghans. On est un pays de la demande afghane. La France n'a pas vu arriver de Syriens. Les Syriens n'ont pas souhaité venir en France parce que leur appréciation de la France, c'était que c'était moins favorable du point de vue du débouché, en particulier en termes d'emploi, que les pays de langue germanique. Et puis, on a comme gros bloc dans la demande d'asile des Ivoiriens, des Guinéens, en particulier des mineurs guinéens, des Maliens qui commencent à apparaître, qui ne demandaient pas l'asile jusqu'à présent, mais qui ne relèvent pas de l'asile en fait. Hein, c'est de la migration économique qui passe par la Méditerranée centrale, c'est-à-dire par l'Italie. Lampedusa est autant un problème français. Les nationalités qui arrivent à Lampedusa, ce sont des nationalités pour beaucoup francophones. Pendant plusieurs années, la première nationalité qui traversait, c'était les Tunisiens. Et puis, du côté de la Méditerranée occidentale, les premières nationalités qui traversent à 70%, ce sont des Marocains, des Algériens. Vous avez du côté des Canaries, des Sénégalais qui arrivent beaucoup. C'est lié à la situation sénégalaise en particulier et économique. La France est un pays où l'immigration est d'abord corrélée au continent africain. L'Espagne connaît une forte demande d'asile, mais elle est à 70% vénézuélienne et colombienne. Et d'abord vénézuélienne, une des premières nationalités en migration, hein, autant que les Syriens du reste, mais on en parle très peu. Mais c'est aussi une immigration qui arrive en Espagne parce qu'elle n'est pas soumise à visa. Et c'est un des sujets de l'immigration, de la demande d'asile en France, que la question du visa, mais dans toute l'Union européenne. 20% de ceux qui demandent l'asile en Europe viennent de pays où on n'a pas besoin de visa pour rentrer dans l'espace Schengen. Et on vient de lever les visas, la demande de visa pour les Kosovars, et immédiatement on a une demande kosovare comme on a eu une demande d'asile. Est-ce qu'on peut dresser un profil rapide de l'immigré ? Intuitivement, on a l'impression que c'est plutôt des gens jeunes, etc. Ça dépend du type d'introduction. Dans l'immigration familiale, là, ce sont majoritairement des femmes. On a donc les étudiants, je l'ai dit. On a des travailleurs. On a une immigration de travail qui augmente. Et là, ce sont essentiellement des hommes. Et en ce qui concerne la demande d'asile, c'est là où c'est un peu plus compliqué, parce que c'est une demande d'asile avec un très faible niveau de qualification en moyenne. La difficulté française, c'est que dans les pays de l'OCDE, on est le pays où l'immigration est la moins qualifiée. Vous faites une comparaison avec l'immigration américaine, qui est beaucoup plus qualifiée. Et vous dites que l'immigration est peu qualifiée en Europe, et notamment en France, parce qu'il y a une protection sociale forte, alors qu'aux États-Unis, il n'y a pas de protection sociale, ce qui fait que les gens qui arrivent aux États-Unis
sont des gens très qualifiés. Et... Je ne dis pas tout à fait. Mais dans les flux migratoires, les personnes choisissent les pays soit en fonction de l'antériorité ou de l'existence de communautés, soit aussi de l'appréciation qu'ils font de leur capacité et de l'appréciation qu'ils ont des services sociaux. C'est un élément qui compte dans le choix. Oui, bien sûr, c'est un élément qui compte dans le choix. Et c'est pour ça qu'on a aux États-Unis une immigration de personnes qualifiées. Et on sait bien, et on sait en France, on a beaucoup de Français qui partent aux États-Unis. On a des jeunes Français qui partent aux États-Unis et qui peuvent y rester, et en particulier quand ils sont très qualifiés. Mais dans les pays où on sait qu'en Europe, on sait qu'ils sont en train de se fermer, et en particulier où ils sont beaucoup plus restrictifs du point de vue des prises en charge sociales que d'autres, on a un phénomène d'après-coup, et c'est ce qui touche la France, où on a vu par exemple des Afghans qui étaient déboutés de l'asile et qui n'avaient plus le droit, en particulier quand ce sont des hommes célibataires, à des prestations sociales ou des prises en charge qu'en Suède, qui sont venus en France. On avait à un moment donné des articles dans la presse disant qu'on avait des Afghans qui parlent le suédois, mais on trouve à Calais des Afghans qui parlent allemand. C'est-à-dire qu'ils y sont restés plusieurs années, mais qu'à un moment donné, on leur a dit non. Et à partir de là, ils essayent de trouver un autre chemin. Par exemple, la France est le pays d'Europe qui consacre le plus d'argent à l'hébergement d'urgence inconditionnel. C'est 3 milliards d'euros l'année dernière, c'est plus de 200 000 places. 40% des crédits européens consacrés à l'hébergement d'urgence inconditionnel sont dépensés en France, parce que dans la plupart des pays d'Europe, quand vous êtes sans titre de séjour, la prise en charge ne peut pas se faire directement par des crédits d'État. Mais la France a cette spécificité-là, comme elle a d'autres spécificités, le fait qu'on puisse camper dans la rue sans que ça soit immédiatement considéré comme un trouble à l'ordre public, c'est très français. Vous répétez d'ailleurs souvent que la France est généreuse, contrairement à ce que disent un certain nombre de gens. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est... Oui. Ça ne veut pas dire pour la France un système social de prise en charge qui est très large, beaucoup plus large que d'autres pays. Ça ne veut pas dire que ça soit automatiquement une pompe aspirante, mais ça veut dire que les critiques qui sont faites, en particulier par certains secteurs associatifs, de ce qu'est la France, me semblent malvenues. La France est beaucoup plus large dans la prise en charge des soins. L'hébergement ? De l'hébergement, je viens d'en parler. On a une spécificité particulière qui pèse sur les hôpitaux, qui est le titre de séjour pour soins, qui est une spécificité française, puisque c'est le droit pour toute personne qui peut arguer du fait que le soin dans son pays d'origine n'est pas accessible, de pouvoir bénéficier ici d'un titre de séjour pour soins. C'est une procédure que l'OFII a menée. L'année dernière, on a eu une vingtaine d'Américains, une dizaine de Japonais, toujours des... Je ne dis pas que ça attire des dizaines de milliers de gens, mais par exemple, on a ce qui est pointé dans tous les rapports sur cette question, on a plusieurs milliers de personnes qui sont arrivées en France venant de la Géorgie pour accéder à la dialyse. Mais en fait, derrière la dialyse, ce qui est recherché, c'est la greffe, parce que la dialyse est gratuite en Géorgie, mais la greffe est une technique extrêmement délicate que peu de pays maîtrisent, et la France est une excellente médecine, et donc c'est l'accès à la greffe. Mais 3000 personnes, ça perturbe les systèmes de dialyse, on peut y rajouter la cancérologie, etc. Et la difficulté du système social, c'est qu'on a aujourd'hui des molécules qui coûtent extrêmement cher, et donc le croisement du nombre avec le croisement du prix peut atteindre des sommes extrêmement importantes, alors qu'on peut considérer que le nombre est faible. Vous dites dans Le Monde, à la fin de votre tribune, à ne pas vouloir analyser le pourquoi des inquiétudes, tout en continuant à faire injonction aux démunis d'accueillir plus démunis qu'eux, les progressistes ne sont pas prêts d'arrêter ce mouvement mortifère qui, dans tous les pays d'Europe, amène l'extrême droite à devenir le recours politique des catégories populaires en souffrance. Oui. C'est bien vous qui avez écrit ça. Bien sûr, parce que je suis un garçon de gauche. La question qui est posée, qu'est-ce que c'est que l'Europe et l'Union européenne ? Ce sont des États sociaux, ce sont des systèmes démocratiques adossés à des États sociaux. Qu'est-ce que c'est qu'un État social ? Eh bien, c'est ce qui s'est amplifié après la Seconde Guerre mondiale, sur cette idée qu'on pouvait répartir au mieux les richesses entre le capital et le travail, pour faire en sorte que les systèmes de cotisation
sociales et d'impôts puissent prendre en charge les personnes quand ils ont des difficultés, et ça suppose... Et ça suppose un monde, d'une certaine manière, une communauté limitée, dont la particularité est d'être composée de personnes qui, justement, participent du système social par le fruit de leur cotisation, travail. Ça ne veut pas dire que dans cette communauté, on ne doit pas prendre en charge, parce qu'on appartient à l'humanité, d'autres personnes qui arrivent. Mais la question qui est posée, en France, on a beaucoup de Français qui partent aux États-Unis, on a des jeunes Français qui partent aux États-Unis et qui peuvent y rester, et en particulier quand ils sont très qualifiés. Qui ne peut pas participer pour des raisons XY à la cotisation, et c'est ça qui interroge une partie de la population. L'État social, c'est son seul patrimoine. L'État social, c'est le patrimoine, c'est fondamentalement le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Voilà. Et donc, dans tous les pays d'Europe, qui sont historiquement, en particulier ceux de la social-démocratie, les pays d'Europe du Nord, même aujourd'hui il y a des discussions en Allemagne, eh bien, il y a une crainte que l'État social s'effondre. Et cette crainte, elle est amplifiée par le fait que tout le monde regarde les écrans et qu'on voit bien que l'immigration peut être utilisée par certaines puissances comme des armes de guerre sociale. Alors jusqu'où ? C'est une question difficile, mais qu'est-ce qui fait la difficulté en France aujourd'hui? C'est fondamentalement la question sociale qui est celle de l'intégration. C'est-à-dire, pour une partie des immigrations, l'écart culturel qui s'est accentué entre eux et nous, et en particulier à partir du facteur religieux. Dit différemment, on a parlé ici de l'immigration algérienne, on était plus proche en termes de débat politique et de sphère culturelle des Algériens en 1960 qu'on ne l'est aujourd'hui. Hein, et je dis souvent que quand j'étais jeune, on discutait de savoir si l'autogestion en Algérie, c'était quelque chose qui était transposable en France, parce que la question était celle qui agitait les lendemains de la révolution algérienne, avec des grandes figures qui allaient en Algérie pour discuter de tout ça, etc. C'est les décrets d'Armen Ben Bella sur l'autogestion, etc. Bon, aujourd'hui, on est loin de ce débat-là. Mais on peut prendre d'autres questions qui montrent l'écart culturel ou d'autres sujets. Je vois bien, par exemple, dans les milieux universitaires ou de jeunesse, on discute de savoir si le sexe est une construction sociale ou une réalité physique. Si vous voulez, il y a un certain nombre d'immigrations avec lesquelles c'est un débat qui est sans doute très difficile à mener, et on peut voir aussi des crispations sur les identités, les libertés personnelles, hein, la stigmatisation, la pénalisation, par exemple, de l'homosexualité qui s'est accentuée ces dernières années dans un certain nombre de pays, fait partie de ce qui est le plus visible dans les écarts culturels, indépendamment du sujet de l'égalité entre les hommes et les femmes. Je rebondis sur ce que vous avez dit sur l'Algérie. Oui. Dans votre livre, vous parlez de l'immigration comme une conséquence d'un certain nombre de ratages dans la décolonisation. Et vous pointez du doigt un certain nombre de pays qui sont devenus des dictatures sous-développées, et ce qui ne peut qu'encourager l'immigration. Alors, je vais essayer de relier ça avec la difficulté du débat en France et la difficulté pour la gauche d'en débattre. Il y a une part de l'immigration qui est la projection du chaos du monde. Voilà. Et c'est ce chaos du monde, j'ai dit tout à l'heure l'immigration comme arme de guerre sociale, qui fait craindre à une partie de la population qu'on soit emporté par ce chaos. Le chaos peut traverser psychiquement Dans ce chaos, eh bien, une partie de ce chaos qui arrive en Europe et dans l'Union européenne est la résultante malheureuse de combats perdus par la gauche. C'est quoi ces combats perdus par la gauche? Les Balkans ont perdu une grande partie de leur population, mais c'est l'échec différé de l'espoir qui a été porté par la révolution russe. Et c'est ça qui est en jeu, et qui a laissé place à des régimes ultralibéraux, dont une des composantes du reste est la transformation des systèmes de prise en soins, de santé, etc. La deuxième chose, c'est l'échec de la décolonisation, au sens où la décolonisation n'a pas amené, même dans des pays qui sont riches, la mise en place de systèmes économiques et sociaux qui puissent donner au sentiment à une partie des classes moyennes qui fait bon vivre, et qui laisse
une partie de la jeunesse qui est de plus en plus forte, puisque dans les pays du Maghreb, par exemple, les moins de 25 ans, c'est presque c'est la majorité de la population, hein, et pareil pour voilà, qui laisse ces jeunes sans perspective, et des jeunes qui décident de risquer leur vie pour une partie d'entre eux en essayant de traverser la Méditerranée. Mais ça, c'est l'échec d'une décolonisation qui était nécessaire et pour laquelle la gauche s'est justement battue. Hein. Qu'est-ce qui se passe en Amérique du Nord? Je vous ai parlé des Vénézuéliens. Je pourrais y rajouter les Nicaraguayens. C'est-à-dire l'échec de régime auquel la gauche s'est associée. Je terminerai parce que c'est important dans la géopolitique, c'est la Chine. Voilà. La Chine, c'est un capitalisme ultralibéral dans certains secteurs qui est adossé à un système politique dont le pilier s'appelle le Parti communiste chinois. Voilà, voilà, c'est quand même dur à porter. Sur la colonisation, le président algérien vous répondrait avec une certaine ironie. L'immigration, c'est le prix à payer de la colonisation. Qu'est-ce que vous en pensez? Qui est une facilité, et qui est une facilité même au regard de notre expérience coloniale collective. La guerre d'Indochine, c'est 500 000 morts en 1954. Le rapport qu'entretiennent les dirigeants vietnamiens avec les anciennes puissances coloniales n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe en Algérie. Ils ne prennent pas de l'excuse de la présence du reste même américaine et encore moins française pour expliquer ce qu'ils sont ou ce qu'ils ne sont pas. Voilà. Et la deuxième chose en ce qui concerne l'Algérie, c'est que nous avons tous intérêt à rappeler ce qu'est l'histoire algérienne de manière collective. Il faut se souvenir que Messaï Hadj, qui est le père du nationalisme algérien, dont la femme française a cousu le drapeau, l'actuel drapeau algérien, a été obligé de s'exiler en France après 1900. Non, je pense que la prégnance du religieux était le verre était dans le fruit. Et la deuxième chose, j'ai dit tout à l'heure des choses sympathiques sur Ben Bella. Ben Bella a fait une chose qui n'est pas sympathique du tout et qui était une erreur tragique et qui accélère la crise, même si l'OAS était composé de crétins, hein, la crise du départ des Français, enfin des Européens, comme on disait d'Algérie, et en particulier des Juifs d'Algérie, dont une partie d'entre eux, du reste, n'avaient pas la nationalité française. Enfin, les Juifs du Sahara n'avaient pas la nationalité française. C'est la définition de la nationalité algérienne. On est algérien que parce qu'on a deux grands-parents musulmans. Hein. Et donc, à partir du moment où on définit de cette manière-là la nationalité algérienne, ça veut dire qu'on ne donne pas de garantie juridique à ceux qui ne sont pas musulmans d'avoir une égalité de traitement. Il va se rajouter l'arabisation, la modification du code de la famille à la fin des années 70 avec l'introduction de la charia. C'est tout ça qu'on paye. Voilà. Ça, c'est pas la faute de la colonisation, c'est un choix. Après, le maintien ou l'entretien des infrastructures dans toute une série de pays, voilà, c'est pas la faute de la colonisation si elles ne sont pas entretenues. Voilà. Et malheureusement pour nous, et même pour l'Algérie et les Algériens dans leur ensemble, aujourd'hui, quand on va en Algérie, on voit des travailleurs chinois, comme il y en a dans toute l'Afrique de l'Ouest, qui font les routes. On s'interroge un peu. Alors une question un peu taboue, surtout à gauche, c'est est-ce que quand on parle de surdélinquance dans l'univers de l'immigration, est-ce que c'est un fantasme total? Est-ce que c'est une réalité partielle? Quelle est votre position là-dessus? D'ailleurs, est-ce que vous avez des éléments chiffrés ou des tendances? Est-ce qu'on fait complètement fausse route? Parce que c'est quand même là-dessus que, j'allais dire, se cristallise un réflexe anti-immigration, surtout avec la médiatisation d'un certain nombre d'affaires. Quelle est votre position, vous, sur ce phénomène? Est-ce qu'il y a une surdélinquance? Si vous voulez, l'aspect un peu tragique de la situation, tragique, le mot est excessif, c'est que pèse sur le visage de l'immigration, alors que les phénomènes d'intégration sont majoritaires dans l'immigration, pèse sur le visage de l'immigration le comportement de minorités qui sont plus ou moins importantes. On a un problème particulier qui est le trafic de drogue, mais qui se croise avec la difficulté que nous avons à prendre en charge une partie des jeunes issus de l'immigration
qui sortent du système scolaire sans formation. Il y a une crise du garçon maghrébin ou subsaharien qui se fait à partir du moment où il n'est pas pris en charge par le système scolaire. Ce sont des minorités, mais des minorités dont une partie, après, est prise en charge dans des réseaux de trafic. Et on sait qu'une des difficultés et le sentiment d'insécurité, c'est le développement à travers toute la France du trafic de drogue. Globalement, on a une surreprésentation des personnes d'origine étrangère dans les lieux de détention. Je rajoute à cela, pour une partie de ceux qui arrivent, le fait que quand vous êtes démuni, vous n'avez pas de papier, vous pouvez avoir une délinquance d'appropriation qui est en même temps une délinquance. Donc c'est celle qui se voit, c'est pas la plus violente, mais c'est celle qui irrite au quotidien, c'est le téléphone qui est volé, etc. Voilà, c'est ça qui se joue. Et donc il y a un sentiment d'insécurité qui en plus s'amplifie parce que la société globalement est devenue plus violente indépendamment de la question de l'immigration. Voilà, on a une société qui globalement est plus violente. Est moins structurée socialement, plus individuelle et plus violente. Ouais. Alors étonnant aussi dans votre livre, vous parlez de choc de civilisation. Et vous avez même une phrase, je ne veux pas la déformer, mais je vais la résumer. Vous dites que c'est plus facile d'intégrer un immigré polonais catholique. Ça, vous allez passer au tribunal de la gauche. Hein. Qu'un Kosovar musulman. Ce que je voulais dire par là, c'est que même s'il y avait de la xénophobie, les liens culturels étaient beaucoup plus forts, on se connaissait malgré tout. Hein, et il y avait des structures qui faisaient médiation. J'ai parlé des organisations ouvrières. On ne peut pas comprendre la construction du Parti communiste en France si on ne voit pas quelle place a pris l'immigration italienne dans la construction des cadres du PC. On a du reste encore des reliquats, aussi l'immigration espagnole, comme Raymond Forny que nous avons connu, c'était l'immigration italienne, etc. Il y avait quelque chose qui était pris en charge. Aujourd'hui, on a des instruments de ce type qui n'existent plus, ou beaucoup moins. Et on a des phénomènes à l'intérieur du monde arabo-musulman qui sont des phénomènes communautaires, mais qui sont des dynamiques de séparatisme, c'est-à-dire de mise à distance des autres, hein, et de mise à distance des autres à partir de la foi. Ce qui est pour nous extrêmement compliqué et qui en plus renvoie à notre histoire collective, qui est marquée par le fait qu'à chaque fois où la nation française a failli exploser, la question du religieux était au cœur, c'est l'affrontement entre catholiques et protestants, on sait qu'il a été particulièrement violent, mais avec en plus l'intervention de puissances étrangères. Quand on va à Paris, on peut aller dans un quartier qui est intégralement asiatique, qui est le 13e arrondissement. On a des vitrines où parfois il n'y a pas un mot de français, c'est extrêmement communautaire, mais on n'a pas le sentiment d'une mise à distance de l'autre, si vous voulez. Et je dirais même le contraire, ils sont très contents que vous alliez dans les restaurants, vous mangez. C'est qu'il y a quelque chose qui fait lien, c'est l'argent, si vous voulez. C'est l'aspiration à s'intégrer à ça. Voilà. Vous avez des groupes qui considèrent que leur identité, qui est aujourd'hui essentiellement structurée par le religieux, contrairement à ce qui pouvait se faire encore dans les années 50 et 60, où vous aviez dans les immigrations du sud du monde des identités laïques très fortes, les nationalismes arabes, l'indépendantisme, des partis de gauche, etc. Vous avez une identité qui met à distance les autres, parce que le drame aujourd'hui du monde musulman, c'est d'être pris en otage. Le solaire noir qui attire, et avec cette idéologie à partir du religieux, qui est cette idée que si on tue son voisin, on ira au paradis, si vous voulez. Et c'est très dur à combattre. Voilà. Vous dites aussi que cette appréciation culturelle est renforcée par le fait que les moyens de communication permettent aux immigrés d'être en connexion permanente avec leurs sources. Je parlais des interventions extérieures et des États extérieurs. Je pensais très précisément à la Turquie. La Turquie d'Erdogan a une politique de structuration de sa diaspora à partir de fonctionnaires qui sont envoyés dans l'ensemble des pays d'Europe, parce que la direction des cultes en Turquie, c'est une des premières administrations civiles turques, ça s'appelle l'identité turque, et la dimension nationale religieuse a été renforcée
par la politique d'Erdogan, par les 20 ans d'Erdogan, aux dépens de ce qu'on appelait la laïcité, enfin du kémalisme, etc. Et ça a un impact dans les structurations des communautés turques en Europe et en France. On le voit à travers deux éléments. Il faut se souvenir qu'à chaque élection, les diasporas turques votent beaucoup plus Erdogan. Et on a un autre élément qui est sociologique, qui a été révélé par l'étude longitudinale, comme on dit, de l'INSEE, qui s'appelle Trajectoire et Origine. Globalement, pour tout le monde, je dirais, les filles scolairement réussissent mieux que les garçons. Voilà, elles sont plus brillantes que les garçons. Voilà. Plus bosseuses. Plus bosseuses, etc. Elles sont la majorité aujourd'hui des magistrats, même des commissaires de police, dans les amphithéâtres de médecine, etc. Il y a une seule nationalité où ça ne se fait pas. Et qui ne peut être liée qu'à des dynamiques d'enfermement, pour des raisons culturelles, sociales, c'est chez les Turcs. Et là, on sent bien le phénomène. Et quand on a eu, en 2004, le foulard dans les établissements scolaires, ce n'est pas contrairement à ce que vous pensez, ce n'est pas dans les familles maghrébines qu'on a eu le plus de difficultés. Et parce que, pour le coup, un État comme le Maroc a demandé, il avait fait à Creil à la famille d'arrêter ses bêtises, et qui avait une volonté beaucoup plus forte de lutter contre la pression de l'islam radical. Ce qui n'est pas exactement le cas de la Turquie. La Turquie n'est pas traversée de la même manière par l'islam radical, mais elle est traversée par cette idée que, comme le dit Erdogan, que l'assimilation est un crime contre l'humanité. Ce que disait d'une autre façon Hassan II. Oui, enfin, Hassan II ne disait pas exactement ça. Hassan II disait, vous voulez les intégrer, mais vous n'y arriverez pas. Voilà. Hassan II disait autre chose. Mais ça, c'est les rapports. C'est un peu complexe. Par exemple, l'État algérien, pendant très longtemps, était contre l'idée de l'intégration en France, parce que d'abord, il avait même été à un moment donné plutôt hostile à l'immigration familiale, parce qu'il y avait l'importance des transferts de fonds, et il pensait que une fois que les familles seraient ici, il n'y aurait plus les transferts de fonds, et que ça poserait problème. Et il faut se souvenir même que l'Algérie a arrêté l'immigration vers la France en 1973. C'est lié aussi à ce qu'était l'Algérie. Je rappelle que l'Algérie s'est construit à un moment donné comme un État et qui avait, comme les pays d'Europe de l'Est, cette idée que si les gens partent, ça veut dire c'était bien la preuve que le système n'était pas adoubé. Une des dernières questions que je voulais vous poser, c'est, vous écoutez le débat politique aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des choses qui vous intéressent, ou vous êtes consterné par le niveau du débat, ou vous trouvez qu'il y a des choses intéressantes, j'allais dire, pour reprendre votre expression, entre la passoire et la forteresse? Non, mais il y a... c'est des débats très techniques, mais ce n'est pas le seul sujet où les débats sont techniques et où il y a une perte de qualification d'une partie du personnel politique. On a connu, par exemple, des parlementaires qui en savaient plus sur le droit des collectivités locales que le directeur général des collectivités locales, en remontrer au directeur d'administration centrale. Bon, là, ce qui est frappant, c'est que, et ça s'est accentué ces derniers temps, c'est que la passion l'emporte sur le réel, et que dans cette passion, il y a la volonté absolument de disqualifier à la fois l'autre et le réel lui-même. Voilà. C'est ça qui est compliqué, et je pense que c'est lié aussi à la manière dont le personnel politique est sélectionné ou ne l'est plus. Je pense que le découplage entre le mandat local et le mandat national n'a pas aidé. Les partis avaient cet avantage d'être des écoles de formation et des écoles de sélection. Et c'est pour ça que les partis gazeux, qui peuvent être multiples, peuvent voir apparaître des figures dont le comportement, du point de vue du civisme ou de l'exemple de la jeunesse, n'est quand même pas top. Moi, je suis toujours surpris par les enseignants qui emmènent des classes à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Je veux dire que bon, après les tenir en classe, ça ne doit pas être simple, parce que franchement, c'est pas top, quoi. À résumer une pensée con. Après, pour terminer, l'autre difficulté que nous avons comme gens de gauche, c'est que ceux que nous n'aimons pas, historiquement,
se sont mis à travailler. C'est compliqué. Voilà. C'est une façon de dire que la gauche ne travaille pas, quoi. Mais je disais que... Notamment ce sujet. Je disais que, voilà, il y a des ennemis irréductibles de la gauche qui se sont mis à travailler. Voilà. Et là, c'est compliqué. Voilà. Alors que, pendant très longtemps, on a vécu sur cette idée que comme ils ne travaillaient pas... Dernière question. C'est quand même le fond du problème pour tous ces pays et ces stratégies d'immigration, que ce soit la régulation ou l'intégration. Est-ce que ce n'est pas de choisir entre droit du sol et droit du sang? Est-ce qu'au fond, le monde n'est pas coupé en deux entre un certain nombre de pays qui privilégient le droit du sang, je passe notamment l'Afrique et l'Asie, et les pays dont la démarche est basée sur le droit du sol? Alors je suppose que c'est quelque chose que vous avez réfléchi pour trouver des solutions. Je ne suis pas complètement convaincu par ça, parce qu'il y a en Europe des pays de tradition du droit du sang qui aujourd'hui ont des capacités d'intégration. L'Allemagne est un pays du droit du sang. On est allemand d'abord parce qu'on parle allemand d'une certaine manière. Sachant qu'en plus la France, c'est un droit mixte, puisqu'on peut être français à la fois parce qu'on a des parents français et on peut être français parce qu'on est né en France, si vous voulez. Non, la difficulté que nous avons, nous, c'est que l'Europe est un pays ouvert. Les diversités humaines sont beaucoup plus fortes et culturelles sont beaucoup plus fortes en Europe que dans des tas d'autres régions du monde. Hein, et que la dynamique de beaucoup de régions du monde, c'est pas cette ouverture-là, c'est la mise en place de frontières qui sont assez rigides. Enfin, je veux dire, on ne rentre pas en Chine comme ça. Hein, qu'en Inde, la diversité, c'est de plus en plus compliqué. C'est vrai aussi dans les pays du sud du monde. Enfin, la crise sénégalaise a pour nous quelque chose de surréaliste, puisqu'elle est née du fait que certains candidats avaient à la fois la nationalité sénégalaise et la nationalité française. Nous, Manuel Valls a eu la nationalité française à 20 ans, ça n'a gêné personne. Enfin, je veux dire, il aurait pu être candidat à l'élection présidentielle, on ne lui aurait pas rappelé. Enfin, je veux dire, c'est pas ça le sujet. Donc on voit bien que l'Europe, c'est un pays qui respecte les personnes. Les frontières de l'Europe ne sont... Enfin, on dit toujours elles sont meurtrières, etc. Elles sont quand même très labiles. Je veux dire, c'est pas de comparaison avec ce qui peut se faire, ailleurs. Enfin, on ne se fait pas tirer dessus. Même Mélanie n'a pas tiré sur les bateaux. Hein, je veux dire, le premier sauveteur en Méditerranée, c'est la marine italienne. C'est pas les ONG. On est une zone du monde où l'irrégularité ne vous amène pas immédiatement en prison. Voilà. Et donc, on raconte à une partie de la population quelque chose qui n'existe pas. Voilà, parce que les gens voient bien qu'on est quand même assez ouvert, assez tolérant, etc. C'est un reproche que vous faites aux ONG d'ailleurs, à certaines ONG. C'est un reproche que je fais à ceux qui d'abord stigmatisent la population française de manière globale en expliquant qu'elle n'est pas accueillante, alors que globalement, je trouve qu'elle l'est, et tout en expliquant que l'État, par exemple, est raciste, etc. Je veux dire, en France, un Marocain sur deux, un Algérien sur deux et près de 60% des subsahariens vivent dans du logement social. Ça veut bien dire qu'il y a des politiques d'attribution qui prennent en compte leur situation sociale réelle, c'est-à-dire le fait qu'ils sont dans une situation souvent de revenus faibles. Hein, un peu plus de 30% des immigrés vivent en dessous du seuil de pauvreté et qu'ils ont plus d'enfants. Voilà, à partir de ces deux critères-là, ils deviennent prioritaires. Mais ça veut bien dire qu'il se passe quelque chose qui est pris en compte et qui ne sont pas écartés à partir de leur nationalité ou à partir de leurs origines. Donc il faut quand même le rappeler, les ONG, certaines ONG ne le font pas. En plus, certaines ONG sont devenues, enfin je ne veux pas les citer, mais enfin, des organisations d'extrême gauche sans marxisme, quoi. Je veux dire, donc il y a une forme de radicalité vide, hein, Mais notre difficulté, c'est la dynamique du monde, c'est ça. Je veux dire, notre difficulté, c'est la Chine. C'est l'Inde qui devient en même temps qu'elle devient quelque chose qui réaffirme son identité aux dépens de la diversité. La démographie africaine. C'est une démographie africaine avec des régimes qui, pour le coup, sont à la dérive, enfin, et qui choisissent économiquement la Chine, qui est en train de les piller en partie, de piller les richesses et les matières premières, ou qui choisissent idéologiquement la Russie. Enfin, la Russie,
aussi, c'est pas un pays où on est très aimable avec les subsahariens. Qu'est-ce que vous préconisez au final, patience ou sursaut? Alors moi je préconise deux choses. D'abord, on est à la veille d'un débat européen. Je préconise quand même à tout le monde, et en particulier à ceux qui disent qu'ils sont particulièrement européens, d'admettre le fait qu'il faut qu'il y ait une convergence des systèmes de prise en charge et des juridictions entre les principaux pays européens de l'accueil. Et or, la France reste en deçà. Hein, et dans les discussions au niveau européen, ce qui nous est reproché, c'est très souvent de dire que c'est l'Europe qui nous empêche, alors qu'en réalité, c'est nous-mêmes qui nous mettons des bâtons, des difficultés que les directives européennes ne nous demandent pas. C'est un des sujets. La deuxième chose, c'est que je pense qu'on a un problème majeur qui est celui du logement. Et une des crises profondes de l'intégration, c'est aujourd'hui la non-répartition liée aux dynamiques foncières qui fait que les pauvres s'accumulent dans certaines zones et parmi les pauvres les immigrés. Hein, et un des problèmes du débat, c'est que les villes qui se disent les plus accueillantes sont les villes où la dynamique foncière exclut les pauvres et les immigrés. Hein, l'exemple type, c'est Paris. Hein, je veux dire, Paris, c'était 30% d'immigrés dans les années 80, c'est aujourd'hui 20%. Voilà, la maire de Paris peut dire tous les jours qu'elle est accueillante. D'abord, elle n'ouvre pas les gymnases. Et ensuite, la réalité, c'est la dynamique foncière. Et la dernière chose, c'est que je pense que sur le plan des principes et culturels, justement, il ne faut pas hésiter à être ferme et à dire les choses plutôt qu'à essayer de trouver des compromis qui nous seront sociétalement extrêmement dommageables au fin des fins. Voilà. Si on ne le fait pas, on finira à la fin par avoir une réaction extrêmement autoritaire. Est-ce qu'il n'y a pas une acceptation psychologique aussi? Certains parlent de métissage à gauche, que c'est peut-être une solution, mais est-ce que l'histoire du monde, c'est pas justement l'histoire de migration et de métissage qui ont fait les peuples? Le métissage, ça n'implique pas le relativisme avec cette idée que toutes les cultures se valent. Voilà. J'ai beau être métisse, je ne confonds pas, voilà, je pense pas, enfin, je veux dire, de ce point de vue-là, la lecture de Lévi-Strauss, qui est un peu oubliée, serait utile à tout le monde. Hein. Voilà. On peut avoir un métissage culturel, ça ne veut pas dire pour autant qu'on accepte tout et n'importe quoi. Voilà. Le métissage, c'est pas accepter l'excision. Enfin, je veux dire, voilà, disons des choses très concrètes. C'est pas accepter l'inégalité entre les individus sous prétexte qu'ils n'ont pas la même foi ou la même origine ou le même genre. Quoi. Je veux dire, c'est ça qui est en jeu. Voilà. Et par ailleurs, quand même, la difficulté pour nous, c'est qu'on est le continent qui a quand même œuvré beaucoup pour cette idée qu'on appartient à une commune humanité, c'est l'esprit des Lumières. Et pour terminer sur ça, c'est aussi le continent d'une pensée socialiste que je ne renie pas.